Devenir woke. 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 Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui témoigne de nos évolutions, de nos remises en question, qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. Donc je t'explique un peu l'objectif du podcast. Moi, mon idée, c'était à travers des récits de personnes qui ont vécu des choses, de pouvoir témoigner du fait que des personnes ont évolué vers plus d'inclusivité. Ouais. Mais pas que vis-à-vis d'autres personnes, aussi vis-à-vis d'elles-mêmes. C'est-à-dire que tu as des pensées qui sont limitantes et qui t'empêchent d'accepter les autres, mais aussi de t'accepter toi-même. Et de pouvoir raconter qu'en fait une évolution est possible à tout instant de la vie. Mon hypothèse, c'est aussi un petit peu de me dire que il y a peut-être des gens qui pourraient être plus inclusifs, mais qui ont une certaine, des idées préconçues et qui ont un peu du mal à s'en défaire et qui ont du mal à accepter que c'est pas grave d'évoluer, et de montrer que qu'il y a d'autres personnes qui ont pu avoir des pensées soit excluantes, soit limitantes, et qui à travers des expériences de vie ont pu évoluer et que en fait ça leur a apporté du plus de pouvoir s'ouvrir pour elles-mêmes et pour d'autres. Et toi, ton histoire, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà entendue plusieurs fois. Donc déjà, pour te présenter, ce serait peut-être un bon début. Donc toi, tu t'appelles Charlotte, et on s'est toutes les deux connues dans un groupe d'action féministe qui s'appelle La Barbe, et qui a été un moment assez fondamental pour nous toutes. Et d'ailleurs, parfois, je me demande, tu vois, si la fondatrice de La Barbe, qui en est partie avant que l'aventure de La Barbe ne se finisse, a conscience du fait que pour beaucoup d'entre nous, ça a été un espèce de catalyseur incroyable dans nos vies. Et je me demande si on ne devrait pas, tu vois, même si on n'est pas d'accord avec tout sur elle, se prendre le temps de lui faire un petit mot en disant mais merci d'avoir créé ça, quoi, parce que c'était tellement puissant dans nos vies. Et puis c'est aussi ça irradié après, quoi. C'est on a cette expression à La Barbe, on dit barbu un jour, barbu toujours. J'adore. Et où on a appris à compter, et on ne sait plus ne plus compter dans tout et tout le temps. Et à quel point nous-mêmes, avec les rencontres qu'on a faites après, on a instauré ça, qui elle-même instaure ça à d'autres femmes. Et c'est vraiment. Mais c'est vrai que tu vois, hier par exemple, j'avais un programme dans les mains, et en fait mon premier réflexe ça a été de compter. C'est-à-dire, j'ai regardé, ok, là, il y a eu les 20 ans d'une association, ils ont invité plein de gens, c'était un programme chargé. Ok, ils ont invité combien de femmes, ils ont invité combien d'hommes, et à quelle position? Tu vois, c'est pas genre, il y a cette dimension à la fois de combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, mais c'est aussi genre les femmes, est-ce qu'elles sont du côté de l'expertise? Est-ce qu'elles sont du côté du récit intime? Est-ce que... qui est-ce qui anime, tu vois, donc c'est-à-dire qui c'est qui distribue la parole, est-ce que ça, je compte, mais tout, c'est fascinant parce que c'est hyper rare en fait que ce soit en faveur des femmes. Oui, bien sûr. Et quand ça l'est, c'est très rare que ce soit pas mentionné. Je sais pas si t'assistes parfois à des colloques et des conférences et les gens sont là genre oh là là il y a plus de femmes, et t'es là genre mais en fait habituellement il y a tout le temps plus de mecs et personne ne dit oh là là, personne ne le relève, quoi. C'est juste normal, tu vois. Tu sais, c'est comme dans le tram, c'est le T2 ou le T3, il y a beaucoup de noms de femmes. Tous les noms de tram, c'est des noms des femmes. Ah ouais, voilà. Et du coup, j'entends parfois des gens regarder, ils font ah t'as vu, il y a que des femmes. Alors qu'en fait dans le métro, tu pourrais faire oh t'as vu, il y a que des mecs. Mais genre c'est normal. Mais on le relève pas. On le relève pas. Donc moi je veux bien que tu nous racontes cette histoire avec Amélie Mauresmo. Donc je commence par vous dire que je ne l'ai jamais rencontrée. C'était j'avais 17 ans et donc elle 19, et je me savais lesbienne, je l'avais pas dit à mes parents, je l'avais dit à personne d'ailleurs, je crois juste à mon oncle et je suis même pas sûre. Et on était assis sur le canapé en famille, ma mère devait repasser, mon père devait faire un truc je ne sais pas quoi, ma frangine je sais pas, mon frangin je sais pas, mais il se trouve qu'on est tous dans la même pièce, ce qui est assez rare. Et c'était l'Open d'Australie où Amélie Mauresmo fait son coming out en disant je crois que le sens de la question de l'intervieweur était mais pourquoi vous allez vous entraîner dans le sud de la France à je sais plus dans quelle ville. Elle dit je suis ma compagne qui habite là-bas, quoi.
Je suis emménagée avec elle. Je me souviens même plus exactement de la tournure de la phrase. Ce qui est souvent le cas, hein. Quand on vit un truc intérieurement très fort, finalement, rétrospectivement, ce dont on se souvient, c'est pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on a vécu à l'intérieur. Ouais, nos émotions. Ouais. Et là, ça fait tellement écho en moi que je me sens m'enfoncer dans le canapé. Je commence à transpirer, à être tachycarde. Je regarde la réaction de mes parents, de ma fratrie, de ma sœurrie. Et là, personne ne réagit. Tout le monde continue son activité, voire un petit haussement de sourcils. C'est courageux. Donc, c'était hyper... j'étais moi énormément chamboulée alors que pas du tout. Cette discordance entre nos réactions, donc ça me rassurait, mais en même temps n'ayant jamais eu de modèle lesbien, c'était la première fois que j'étais confrontée. Je crois que je connaissais à peine ce mot, quoi. Je savais que j'avais toujours été attirée par des femmes, et là de le dire comme ça devant des médias, je trouvais ça incroyable. Le truc était totalement fou, quoi. Et là, la première chose que je me dis, et pourtant j'ai grandi à Bagnolet, donc à 500 mètres du Panneau Paris, avec des parents plutôt progressistes, pas complètement progressistes, plutôt c'est des deux parents communistes, mais du coup on sait très bien qu'ils ne sont pas féministes. Ça se saurait. Et là je me dis, on est au moins 2. Et c'est incroyable de se dire ça, quoi. Ouais. C'était aujourd'hui j'ai 41 ans, ouais. Donc c'était pas non plus c'était ma grand-mère m'a raconté, donc je trouvais ça complètement fou. Et quand j'ai raconté ça, je sais plus si c'est toi qui m'as fait cette réflexion là ou une autre copine, donc je raconte cette histoire qui était tellement marquante dans ma vie. Et elle me fait, mais Charlotte, du coup vous n'étiez pas 2, ça fait 3. Parce que elle a des meufs. J'avais même pas pensé à ça. Ça fait qu'on était 3. Si j'avais su à l'époque 3, c'est pas. 3 quand on est que 2, ça fait un tiers de plus, quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a. Et puis l'année d'après, je suis rentrée dans un club de volley LGBT et on a fait un tournoi de volley en Belgique. Et là, on était des centaines. Et j'ai fait oh mon Dieu, on est plein. C'est le début de ma nouvelle vie. Ce que je trouve hyper intéressant dans ton histoire, c'est que à la fois pour toi c'est un séisme, c'est-à-dire que tu te rends compte que t'es pas seul, 2, tu te rends compte que la réaction de ta famille n'est pas hostile, et puis là où c'est intéressant, c'est que il y a ce contraste entre ce séisme pour toi et la banalité de la façon dont elle le présente. C'est-à-dire que c'est pas un coming out dans le sens où elle a dit il faut que je vous dise que je suis lesbienne. Oui. Elle a dit ma compagne au même titre qu'elle aurait pu dire mon compagnon. Voilà, c'est genre juste l'appellation qui te permet de savoir qu'en fait elle parle d'une autre femme et que donc elle est lesbienne. Oui. Mais elle n'en fait pas quelque chose qui nécessite. D'ailleurs, on le voit souvent dans la presse. Tu sais, parfois quand il y a des gens qui disent, qui sont célèbres et qui disent qu'elles sont lesbiennes ou trans, etc. Parfois dans la presse, il y a des titres genre il avoue ou elle avoue, comme s'il y avait cette notion de genre il faut confesser quelque chose. Quoi. Et je trouve qu'une bonne façon de sortir de ça, c'est en fait d'en parler de façon très anodine. Un non-sujet, quoi. Ouais. Rien que c'est presque militant. Je sais pas si elle l'a fait si elle l'avait réfléchi. Enfin, c'est des mois avant de le dire. Est-ce que 5 minutes avant, elle s'est dit je vais le dire. Est-ce qu'elle a juste répondu à la question de manière on ne sait pas. Faudrait lui demander. Mais ce que je trouve aussi étonnant, c'est que cette femme-là que je connais pas, encore une fois, on la ramène toujours à ce sujet-là, quoi. Alors qu'elle est, je crois qu'elle est pas présidente de Roland Garros ou directrice de Roland Garros cette année, un truc comme ça. C'est une des plus grandes joueuses de tennis du monde. Enfin, c'était voilà, où elle est toujours ramenée finalement à ce sujet-là. Je l'ai entendu dans Femmes puissantes de Léa Salamé. De France Inter, où pareil, c'est tout de suite voilà, c'est finalement ce qu'il a défini. Alors
Oui, mais pas que. Du coup, c'est intéressant. Ouais. Et juste avant qu'on allume le micro, on se racontait un petit peu des histoires. Et moi, je te racontais cette histoire qui a fait écho à une histoire que toi, t'as vécue aussi. Où j'ai fini récemment le livre de Marie da Silva, Survivre au taf, où elle raconte qu'une des personnes qu'elle a accompagnées, qu'elle a coachée, l'appelle en catastrophe parce que elle a un collègue de travail qui l'a vu au cinéma avec sa compagne alors qu'elle ne s'est pas outée au travail. Et elle contacte la coach dans la perspective de voir comment gérer avec ce collègue pour qu'il raconte pas aux autres collègues qu'il l'a vu avec sa compagne. Et en fait, la coach arrive à la convaincre du fait qu'il faut en faire un non-sujet parce que si elle demande à ce collègue de se taire, il a du pouvoir sur elle puisqu'il dispose d'un secret qu'elle essaie de camoufler. Et elle arrive à la convaincre et du coup, en fait, elle arrive au travail le lendemain en disant alors vous avez passé un bon week-end, moi avec ma compagne on est allé au cinéma. Ouais. Et il y a un peu ce narratif analogue à celui d'Amélie Mauresmo, c'est que c'est un non-sujet en fait. Et toi, c'est une approche que tu adoptes aussi. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, j'essaye de. Enfin, c'est même pas que j'essaye de le placer, c'est que rapidement les gens parlent de leur vie et donc moi je raconte la mienne sans mentir, sans la cacher, et donc rapidement le sujet de mon épouse, si j'ai quelque chose à raconter, ou de notre fils, ou mais par exemple quand je suis arrivée donc on m'a présenté, voilà c'est les toilettes là, c'est puis il me fait tu sais que la chaise elle s'appelle telle lesbie. Je fais ah ouais bon il fait mais on l'appelle telle lesbienne parce qu'elle est lesbienne. Et donc la première chose que j'ai appris de cette personne, c'était son orientation sexuelle. Qu'on le sache, qu'ils me le disent, pourquoi pas, mais que ce soit la première chose. C'est comme si c'était la première chose qu'on disait d'une personne qui est hétéro. Tu sais que cette personne, elle est hétéro. Et du coup et tout de suite j'ai dit ah bon comme moi, elle est lesbienne comme moi, ok bah et du coup il s'est senti un peu con parce que lui il pensait qu'il allait me révéler une info et du coup je sais pas, je pense qu'il allait avoir une place, c'est lui qui me l'avait dit le premier ou je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, ce qu'il voulait que je pense ou de lui ou finalement qu'est-ce qui s'attendait comme réaction de ma part. Oh my god non c'est pas vrai, je m'en vais ou et du coup alors c'était pas réfléchir mais du coup je suis fière de ma réaction sans qu'elle soit intellectualisée avant. Ah bah moi aussi. Et puis passer tout de suite à autre chose quoi. Mais je trouve que c'est une question qui est hyper complexe parce que tu vois moi je travaille dans l'associatif sur des questions un peu militantes, donc quand même la plupart des personnes qui y travaillent sont relativement ouvertes et évidemment que dans les salariés il y avait des personnes homosexuelles. Et celle pour laquelle je le savais, ça a toujours été un non-sujet, c'est-à-dire qu'elle disait je vais me marier avec ma compagne, on veut faire un voyage de noces, comment ça se passe pour la pause de congé, enfin ça a toujours été un non-sujet et pour autant l'homophobie existe, c'est une réalité, donc c'est difficile aussi, même si on constate que c'est une manière de procéder qui fonctionne et qui désarme, c'est-à-dire que les autres en face ne peuvent pas en faire un sujet parce qu'on en parle comme si c'était anodin et ça les oblige en fait à intégrer le fait que c'est anodin. On peut pas non plus conseiller à tout le monde de faire des coming out parce qu'il y a des milieux de travail qui restent homophobes. Et du coup, ça pose aussi la question complexe. Il y avait eu, il y a quelques années aussi, tout un débat sur le fait qu'il y a des personnalités publiques dont on sait dans certains milieux qu'elles sont homosexuelles et qui ne font pas de coming out, et d'autres personnes qui sont militantes sur ces questions-là, qui leur disaient mais faites un coming out parce que c'est important pour plein de gens. Et on le voit pour toi, Amélie Mauresmo, ça a été important. T'as réussi à te dire on est deux. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, tu vois, qui tiennent compte du fait que à la fois il faut banaliser, normaliser, et à la fois l'homophobie c'est une réalité et on peut pas forcer les gens à aller s'y confronter quoi. Alors bon, déjà je pense qu'il faut pas forcer les gens, enfin c'est quand même le consentement c'est un peu la base de tout quoi. Si on le sent on le fait, si on le sent pas on le fait pas. Il y a des gens qui vont se définir comme lesbiennes alors qu'elles ont embrassé une fois une fille à 17 ans et d'autres personnes qui ont passé toute une vie avec une femme et qui vont jamais le dire. Voilà, il faut respecter, c'est l'histoire de chacune. C'est pour moi c'est la base de tout quoi. Et tu sais dans les discussions qu'on a entre féministes sur comment réagir quand il y a des choses qui sont problématiques, c'est un truc qu'on évoque souvent entre nous parce qu'on est sur un groupe d'entraide entre femmes. Moi, il y a un truc
que j'aime bien et que j'ai appris en lisant un livre de Sophia Aram, qui quand quelqu'un lui dit quelque chose et qu'elle trouve que c'est problématique, plutôt que d'essayer de faire comprendre à la personne pourquoi c'est problématique, parce que du coup la personne va souvent s'en défendre, tu peux te retrouver dans des discussions sans fin qui t'épuisent, où ça t'oblige à faire un travail de pédagogie, etc. Elle dit toujours mais pourquoi tu me dis ça? Et quand tu m'as raconté l'anecdote là du mec au tuba qui te fait faire le tour de la fanfare, je me dis tiens, là aussi ça aurait été adapté, tu vois. De cette phrase là, je trouve que c'est une bonne arme en fait, quand il y a quelque chose qui te choque, parce qu'en fait, et c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté toi et moi aussi, sur comment est-ce qu'on se trouve des canevas en fait, des modèles de réaction qui nous permettent de pas devoir réinventer l'eau chaude à chaque fois qu'on subit des micro-agressions verbales, parce que c'est très très difficile d'avoir une réaction adaptée si on a envie d'en avoir une, parce que ne pas réagir c'est totalement une option, parce que c'est une option d'autopréservation qui est tout à fait valable. Voilà, donc moi ça j'aime bien pourquoi tu me dis ça, tu vois, madame lesbienne, pourquoi tu me dis que tu l'appelles comme ça, voilà. Et du coup ça oblige l'autre à se justifier, et du coup quand il se rend compte qu'il est un peu en galère, peut-être qu'il va modifier son comportement. Et toi aussi t'as des canevas que tu as pensé, et j'aimerais bien que tu me les racontes parce que je les trouve vraiment super. Ouais, j'ai des phrases clés, des phrases un peu outils. Je vais juste, si ça te dérange pas, revenir sur la question que tu m'as dit après. Ça me fait penser à Jodie Foster, qui serait a priori dans sa vie privée lesbienne, mais qui ne l'a jamais dit ouvertement. Et une fois, je sais plus à quelle cérémonie, alors qu'elle doit avoir une 50aine d'années lorsqu'elle fait cette annonce-là, elle dit voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le sait déjà, qu'il y a des rumeurs, mais aujourd'hui je vais vous le dire. Et voilà, et elle continue comme ça de se justifier, comme si on avait à se justifier en plus sur ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, et elle finit par au bout de 5 minutes de discours, oui, je suis célibataire. Ah, j'adore comment elle a détourné le truc, elle a trop hacké quoi. Et j'ai trouvé ça très intelligent de sa part. Voilà, tout était dit sans être dit. Ouais. Voilà, ça m'a fait penser à ça, et aussi on nous demande, oui, aujourd'hui pourquoi par exemple je suis partie en Grèce cet été, et notre logeuse c'était une Française, et elle nous demande un soir, elle vivait juste au-dessus, on lui dit si elle veut prendre l'apéro avec nous, et elle nous dit je voudrais vous poser une question les filles, mais j'ose pas, alors vous me dites si vous voulez pas répondre, si on fait vas-y Martine. Elle fait en fait au téléphone, une des premières choses que vous m'avez dites, c'est on est un couple de femmes, et je voudrais savoir pourquoi vous le mettez en avant pour louer une maison de vacances. Et on fait parce que donc toi ça te pose pas de problème Martine, tant mieux, mais sache que ce n'est pas du tout le cas encore de beaucoup de personnes. Mais j'entends encore aujourd'hui, mais c'est bon, l'homosexualité c'est complètement acquis, c'est un non-sujet, c'est complètement rentré, il y a un personnage gay dans toutes les séries. Alors oui, c'est beaucoup plus accepté, et je pense qu'il y a en Occident plus de personnes comme moi de 20 ans qui se disent ah bon on est deux, parce que les personnages homo sont beaucoup plus visibles, mais on a déjà, par exemple avec mon épouse, quand on s'est installé ensemble, il y avait un appartement qu'on n'a pas eu quand ils se sont rendus compte qu'on n'était pas coloc. Qu'on a donné qu'un seul rib, et il nous avait fait visiter la cave. Je vous raconte pas la visite, mais on nous avait fait comprendre que c'était pour nous. Et quand on fait il est où l'autre rib, on fait non, c'est un compte commun. Ils font bon, vous n'êtes pas coloc. Moi j'ai envie de leur dire, il y a qu'une chambre. Non, on n'est pas coloc. Ah bon, on vous rappellera. Et on s'était dit pendant plusieurs jours avec mon épouse, c'était vraiment un appartement qu'on aimait bien, qui était dans le quartier vraiment à Montmartre, c'était super beau, une petite impasse. Voilà, on n'aurait pas dû le dire, et puis à force de se le dire, on se dit mais si, on a bien fait de le dire, parce qu'on n'a pas donné d'argent à des homophobes. Donc non seulement on va le dire, mais c'est la première chose maintenant qu'on va dire. Si ça te pose un problème, on n'a pas de thune à te donner. Ouais. Et donc dès qu'on loue une maison de vacances ou qu'on va dans un hôtel, on le dit. Et comme ça, non seulement il n'y a pas de malaise quand on arrive, et nous... toi, ça te préserve de réactions hostiles. Exactement. Ça te préserve effectivement de filer du fric à des gens qui t'ont absolument pas envie
envie d'en donner, c'est super. Et donc voilà, ça m'a fait penser parce que elle était un peu c'est vrai quand ça pose pas de problème, enfin quand c'est un nom de sujet, ça peut paraître étonnant, mais au moins on est sûr passer un bon moment quoi. Que ce soit effectivement pas un sujet. Ouais. Et je veux bien du coup qu'on revienne sur l'autodéfense parce que j'adore trop ta technique pour qu'elle reste ouais, alors en fait elle m'est venue, c'était mon épouse qui était elle est radiologue à une conférence où il y a des cas cliniques d'imagerie et c'est une experte ou un expert qui dit voilà cette personne-là avait tel symptôme, voici les images, à quelle pathologie ça vous fait penser, qu'est-ce que vous en déduisez suivant ces images, que ce soit de scanner, d'IRM, Et donc là le cas clinique qui était présenté, c'était une patiente qui souffrait de douleurs abdominales. Bon après moi je m'y connais pas trop en imagerie, mais voilà avec des images médicales de l'abdomen. Donc le sujet est débattu. Moi suivant cette image, telle densité de quel truc, je pense à telle pathologie. L'expert dit oui effectivement, mais ça n'explique pas les douleurs les douleurs. Et il fait quoique comme c'est une femme. Genre les femmes se plaignent tout le temps ou exagèrent tout le temps, elles sont hystériques. Oui, c'était pas du tout dans une optique de on prend en compte des spécificités féminines qui nous permettraient de constater que blablabla. C'était vraiment un truc hyper sexiste. C'était vraiment hyper sexiste, hyper condescendant. C'était dit comme ça, même la façon dont il le dit, c'était vraiment. En gros, il dit à la personne qui répond non, c'est pas ça parce que du coup ça n'explique pas les douleurs, donc c'est pas cette pathologie. Et il en profite pour glisser. Il doit être hyper content de lui en plus. Sa petite phrase sexiste, il pense que je sais pas, ça doit le valoriser. Je comprends pas. Et elle dit c'est dingue, mon épouse dit j'étais là moi dans le public et il y avait plein de femmes. Elle dit personne n'a réagi. Moi le temps que je cherche une réponse à sa remarque pourrie, on était déjà passé à un cas clinique d'après, donc j'allais pas réinterrompre la conférence pour dire ça. Elle dit mais c'est chiant de pas pouvoir répondre tout de suite du tac au tac, avoir une réponse comme ça qu'on aurait comme un carton. L'arbitre au football, là, tout de suite, on l'a toujours sous la main, on puisse répondre une phrase universelle qui puisse dire tais-toi avec ta remarque sexiste. Et quand elle m'a dit ça, je dis moi j'en ai une et ça marche avec toutes les remarques. Tout de suite, faut les couper tout de suite en disant maintenant qu'on a une remarque sexiste, on va bien faire une blague sur les homos quoi, une bonne grosse blague sur les PD. Bien pas non. Et du coup la personne ne sait vraiment pas quoi dire. Et ou un truc sur les juifs. Une grosse blague sur les juifs, il y a pas ou sur les noirs, sur les arabes, enfin tout est possible, on peut toujours ou sur les gros ou sur allez, on y va. Blague sur les juifs et en plus comme ça, je ramène des alliés. C'est-à-dire les juifs et les juifs qui sont dans la salle les arabes, les noirs, les autres personnes homosexuelles, on a des alliés et puis c'est hyper provoquant aussi. Et le mec a honte quoi, il est là, il bafouille, c'est bon allez ça suffit. En plus on fait du bruit, lui il veut de nouveau du calme parce qu'il est quand même en train de un truc qu'il a potassé donc on lui flingue un peu son truc. Une bonne blague sur les juifs, une bonne grosse blague dégueu et je suis sûre que quand on leur fout la honte comme ça, je pense sincèrement qu'ils ne la referont pas, en tout cas en public. Ouais. Mais moi j'aime bien cette idée d'avoir des outils qui sont duplicables à peu près dans toutes les situations. T'en as 2-3 dans ta poche parce que effectivement là où c'est difficile, c'est que on n'arrive pas à réagir sur le coup. C'est hyper dur. Moi récemment j'étais à une conférence. Et on parlait de podcast et l'animateur dit que il y a une podcasteuse qui travaille sur les questions de maternité, qu'elle est énormément suivie, que c'est un gros succès. Et à un moment donné, il a cette phrase, il dit les personnes qui la suivent, c'est à 95% des femmes et pourtant, elle a réussi à remplir l'Olympia. Et non, il a dit mais elle a réussi à remplir l'Olympia. Et en fait, moi, ce mais, tu vois, il m'est resté au travers de la gorge. J'étais là genre mais quel est le lien, tu vois, les femmes sont un public
tu vois, comme un autre, elle paye des places. C'est noble. Et du coup, je lève la tête, je regarde partout autour de moi, tout le monde continue à gratter comme s'il avait rien dit de choquant, tu vois. Et bref, pareil, le train était passé, j'avais pas réagi à temps, j'avais pas réussi, j'avais été trop sidérée, etc. Et en fait, évidemment que je vis des choses qui en termes de sexisme sont beaucoup plus graves que ça. Mais en fait, je sais pas pourquoi, parfois il y a des choses qu'on supporte pas, qu'on regrette d'avoir laissé passer. Et 3 jours après, j'y pensais encore. Ouais. Et du coup, j'ai écrit à ce mec. Tu vois, mais genre évidemment, comme j'ai toujours peur que ça suscite des réactions hostiles, que les gens disent que c'est pas vrai, qu'ils s'en défendent, qu'ils expliquent pourquoi ils l'ont dit, mais en laissant entendre que finalement c'était pas sexiste, etc. Vraiment, j'ai mis toutes les pincettes de la terre. Voilà, je dis tu voulais peut-être pas dire ça, mais de fait quand t'as dit ça, moi je l'ai pris comme ça, c'est dommage. Bref. Et en fait, le mec a hyper bien réagi, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas du tout essayé de s'en défendre. Il était là genre j'ai dit ça, mais quel enfer, quelle horreur. Il m'a renvoyé un 2e mail pour me dire qu'il en avait parlé à sa femme tellement ça l'avait choqué qu'il ait pu dire ça. Enfin, et moi cet échange, il m'a fait vraiment du bien parce que je me suis dit ça va pas fonctionner à chaque fois. C'est pas à chaque fois que je vais dire à quelqu'un écoute là t'as dit quelque chose de problématique que la personne va le reconnaître. Mais en tout cas, je n'ai pas le droit de partir du principe que la personne ne va jamais le reconnaître. C'est-à-dire que il faut que je lui laisse le bénéfice du doute. Après, elle peut ne pas le reconnaître sur le coup, et puis 1 an plus tard, tu vois, repenser à cet échange, évoluer ou pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de me dire, ok, là, j'avais pas envie de laisser passer. Ça veut pas dire qu'il faut être intransigeant à chaque fois, parce que après, je trouve qu'il y a une espèce de double culpabilité aussi des femmes, beaucoup qui se disent oh là là, j'ai rien dit, j'aurais dû, etc. Enfin, bon, on peut pas contrer tout le monde, hein, clairement. Donc, il faut choisir ses combats à un moment donné. Puis il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres, on n'a pas envie, parce que je crois que ça demande quand même un effort de l'énergie. Et tu dis sa femme, et tu vois, c'est marrant parce que moi, c'est un mot qui me choque. Ouais, moi aussi, je sais pas, pendant que je le disais, je me disais, mais attends, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit récemment, et je disais genre mais c'est horrible, et là je viens de le dire. C'est vraiment un truc d'appartenance. Complètement. Pour moi c'est le. Est-ce qu'on dit pas son homme? Non. Et enfin pas de manière administrative quoi, en tout cas. Et puis c'est vraiment, je pense que la possession, le sentiment de possession des femmes par les hommes, c'est la base des féminicides pour moi. C'est que cette personne-là m'appartient. Donc j'ai le droit de la tuer si elle tombe amoureuse d'une autre personne, ou si elle fréquente une autre personne, ou si elle décide de me quitter pour X raisons, ou de prendre un travail alors que j'ai pas la liberté de l'autre. Ils ne supportent pas parce qu'ils pensent que cette personne leur appartient. Je suis totalement d'accord avec toi, et si tu veux, bon, comme tu le sais, j'ai travaillé aussi sur cette question de pourquoi on dit droits de l'homme et pas droits humains ou une autre alternative, mais je trouve que quelque part dans la langue aussi, il y a des fois où il y a une ambiguïté sur le statut des femmes. Et on la tolère parce qu'on s'en fout des femmes. C'est-à-dire que quand on parle des droits de l'homme, on sait que les hommes sont inclus puisque ce sont des hommes. Par contre, les femmes, on sait pas trop. Et ça, c'est une ambiguïté. Et quand une femme dit mon homme, on comprend que c'est son compagnon. Par contre, si elle veut dire qu'elle l'a épousé, elle va dire mon mari. Par contre, les hommes, en règle générale, à la fois quand c'est leur compagne, mais à la fois quand c'est aussi leur épouse, ils vont dire ma femme. Et en fait, on sait pas trop. Mais effectivement, quel que soit le cas de figure, à la limite, on s'en fiche puisqu'elle leur appartient. Sans le langage est politique. Ça, c'est une arme. Je veux dire, il structure notre pensée. Et c'est pour ça que moi, tout le temps, dès que le mot homme est dit dans une phrase, où justement il peut y avoir une ambiguïté, tout le temps je dis mais tu parles de manière générique ou pas? Donc tu dis l'humain, d'accord, ok. C'est bien parce que ça oblige de préciser. Mais tout le temps ça je ne le laisse jamais passer parce que en plus, le mot existe qui représente l'humanité, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les hommes, et donc c'était un choix politique de la France. Je l'ai su parce que j'ai lu ton livre. En anglais, en arabe, en hébreu, en indien, dans toutes les langues on dit droit humain, mais en France, parce que nous on est meilleurs que les autres quand même, on dit homme, on a choisi de dire homme. Alors il y a tous ceux qui vont nous faire le laïus, c'est un H majuscule. Bon bah alors déjà chérie, dans le langage on le voit pas. Et puis même l'Académie française n'est pas pour le H majuscule. Donc donc il y a un mot. Quand tu regardes les règles typologiques qui s'imposent quand tu édites un livre, il n'y a pas de H majuscule à homme qui est censé exister. Et puis genre ce n'est pas
Alors même si c'était une règle, cette règle, si on la trouve injuste, je ne l'applique pas. Ça s'appelle la désobéissance civique. Et voilà, c'est politique de choisir de choisir son langage. Voilà, et de dire, je ne dis pas ma femme. Alors je dis pas que je l'ai jamais dit. C'est une fois que j'ai vraiment conscientisé ça en disant mais elle ne m'appartient pas. Et je trouve ça encore plus beau le fait qu'elle décide de continuer de faire sa vie avec moi sans qu'elle en soit obligée. Je trouve ça encore plus beau en fait. Alors c'est vrai, si je l'attache à un radiateur chez moi, ah ouais, on vit ensemble, ouais. Super. Alors que en lui disant t'as le choix à tout moment de ta vie, quand tu veux, de rester, de partir, de changer, je trouve ça encore plus beau quoi. C'est Et comme on a été bénévoles ensemble à la Barbe, il y a ce slogan féministe, je pense des années 70, qui dit un homme sur deux est une femme. Ouais. Et que nous on avait hacké, qu'on avait un peu détourné, et que je trouvais du coup encore plus intéressant parce qu'on disait un homme sur deux est un homme. C'est génial. Et je trouve ça, bon déjà le slogan de base est génial, mais quelque part il venait aussi dire attention, on rappelle que les femmes existent. Et la façon dont nous on l'a détourné, je trouve qu'elle est intéressante parce que justement l'homme c'est toujours celui qui se pense tellement universel que on n'a pas besoin de le nommer. Tu vois, il existe, il est préétabli, il est là. Et là, on dit, mais attention, c'est que un homme, H majuscule entre guillemets, sur deux qui est un homme. Et j'avais un badge à un moment donné avec cette phrase, et le nombre de gens qui sont restés bloqués dessus et qui ne comprennent pas. Et en fait, par contre, quand tu vas avoir une discussion hors sol, théorique, sur est-ce que homme c'est humain ou est-ce que c'est femme et homme ou juste homme, les gens vont être beaucoup dans la mauvaise foi en disant que si c'est universel. Mais quand tu leur donnes cette phrase, un homme sur deux est un homme, on voit bien qu'en fait on comprend pas. Et que c'est perturbant et que c'est pas clair en fait. Oui. Non mais cette histoire je l'avais racontée sur juste pour dire que la majuscule en plus qu'on nous fait toujours ce laïus sur ce H majuscule, c'est pas une règle qui est établie en français pour il y a que pour ce mot-là. On dit pas alors une voiture, si on met un V majuscule, ça veut dire les motos, les camions, les voitures. Genre, et on arrive à nous faire croire, non mais vraiment genre les meufs on va leur dire ça, on va la fermer. Non mais en fait si on met, c'est vraiment on a l'impression d'être débile quoi. Genre quand on me sort cette pauvre explication de merde, mais cite-moi un autre exemple où lorsque tu mets une majuscule, ça représente la famille ou l'espèce. Je t'écoute, mais c'est vraiment ils ont sorti ça du chapeau. Genre comment on peut les faire taire quoi. C'est assez et je me méfie toujours des mots qui sont qui n'ont pas d'équivalent masculin. Le mademoiselle par exemple que je supporte pas juste parce que alors dès qu'on m'appelle mademoiselle je réponds damoiseau. Et après il y a quand même des gens qui arrivent à me répondre mais moi je suis mariée, mais moi aussi. C'est le nombre de fois où avec mon épouse on s'assoit ou avec une copine à une table et le serveur arrive et c'est pas malveillant ou c'est pas alors mademoiselle qu'est-ce que je vous sers, mademoiselle vous voulez la carte, et moi systématiquement je réponds bonjour damoiseau, oui je voudrais bien qu'on ait la carte, et tout de suite ça l'interpelle. Et il y en a qui me demandent pourquoi vous m'appelez comme ça, vous aussi pourquoi vous m'appelez comme ça. Ouais, et je trouve que là où c'est hyper compliqué, c'est que on a tellement intégré le fait que c'est censé être positif parce que c'est censé être associé à la jeunesse et que les femmes on les matraque pour que la jeunesse soit considérée comme une valeur positive, mais qui en fait est l'âge de l'innocence aussi. Pourquoi est-ce que les hommes aiment les femmes jeunes? C'est parce que ce sont des femmes qui n'ont pas encore eu une expérience qui leur permet d'être dans la méfiance, dans la méfiance, qui leur permet de potentiellement vierges. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui, quand elles n'ont pas encore eu de réflexion féministe sur ce sujet-là, trouvent que mademoiselle, c'est valorisant, tu vois. Et il faut avoir une réflexion féministe sur ce terme pour se rendre compte à quel point il est problématique. Absolument. Alors c'est drôle parce que déjà dès le départ je me disais comment est-ce qu'on va intituler cet épisode du podcast, parce que j'étais là genre j'avais envie qu'il y ait Amélie Mauresmo dans le titre parce que j'ai envie de lui rendre famage. Ça aussi c'est un mot voilà qui a été c'est politique de l'utiliser. Voilà, qui a été utilisé notamment par Tiffany, mais par d'autres aussi, et qui est un mot politique effectivement. Mais là on a fait beaucoup de digressions sur l'autodéfense verbale aussi, donc il va falloir bien réfléchir au titre. Oui. J'ai pas d'idée. On va pas y appeler
Ça m'appelle juste une anecdote, un livre qu'on a offert à mon fils quand il était petit, qui s'appelait Le Zizi des mots. Je sais pas si tu le connais. Non. Ça explique le sexisme langagier pour les petits. Génial. Tous les mots qui au féminin sont des objets ou des fruits ou des légumes et au masculin représentent des individus. Et ça, c'est tellement parlant. Donc il y a 2 tomes maintenant. Et par exemple, il y a un portier, une portière. Ah oui. Un jardinier, une jardinière. Ouais, un mandarin, une mandarine. Ouais. C'est un batteur, une batteuse. Et c'est à quel point c'est absolument primordial et politique. Et on ça le voit beaucoup aussi sur les noms d'animaux. Parce que y a plein de noms d'animaux qui sont connotés sexuellement et qu'on a du mal à utiliser en tant que femme. Je pense à 3 basiques, chatte, cochonne et chienne. Alors qu'en fait c'est juste des animaux femelles, tu vois. Mais on a du mal à employer ces termes-là parce qu'ils sont beaucoup trop sexualisés en fait. Comme je dis, une crapaude, une léoparde. Et je me souviens, j'ai une amie qui m'a envoyé une photo sur Instagram, il faudrait que je la retrouve, où il y avait 3 animaux, et puis c'était 3 animaux que tout le monde connaît, et puis le sous-titre c'était « Vous ne trouverez jamais le nom de ces animaux ». Et puis moi je regarde, je suis là genre bah si, facile, un tigre, un zèbre, puis le 3e je sais plus, tu vois. Et puis la réponse c'était bah non, en fait c'était une tigresse, une zébrelle, je crois, tu vois. Et en fait, bon, tigresse, on le connaît, l'équivalent féminin du tigre, mais genre les 2 autres, où en fait j'avais jamais entendu les termes, et j'ai réalisé qu'en fait il y avait un mot pour dire le féminin de cet animal, tu vois. Une éléphante. Ouais, c'est vrai. Et puis le fait d'avoir une langue genrée et de ne pas féminiser par exemple les noms de métiers peut changer une histoire. Comme je t'avais raconté, c'est cette histoire. Qu'est-ce que tu comprends dans cette histoire il y a un père et son fils en voiture. Je la raconte tout le temps. Qui ont un accident. Le père meurt sur le coup, le fils, l'enfant est mis à l'hôpital dans un état, il est inconscient, dans un état très grave. Le chirurgien arrive aux urgences et dit à l'équipe médicale, à l'équipe soignante, je ne peux pas l'opérer parce que c'est mon fils. Qu'est-ce que vous comprenez? Et le nombre de gens qui m'ont dit c'était un couple de gays, en fait il a été adopté, il avait un autre père. Mais tu sais que j'ai fait cette histoire. C'est juste que c'était une chirurgienne, c'est juste que c'était une femme, c'était sa mère. Tu sais que j'ai donné des cours à un moment donné dans une université et donc je l'ai fait 5 ou 6 fois. À chaque fois il y avait entre 20 et 25 élèves. Donc grâce au fait que je l'ai fait de façon collective, j'ai posé cette devinette à plus de 120 personnes. Et en fait, j'ai une seule personne qui a trouvé. Et effectivement, j'ai la même expérience que toi, c'est-à-dire que les gens pensent à l'homosexualité. Ils vont te dire c'est un couple d'homosexuels où il y a un père qui a adopté. J'ai eu des trucs très farfelus parfois, genre en fait c'est pas son vrai père mais il a été adopté, blabla. Enfin des histoires, mais vraiment où les gens ont fait preuve d'énormément d'imagination. Mais le basique, genre le chirurgien est une femme. Je l'ai eu une fois. Et surtout que le basique de c'est un enfant est issu d'un couple hétéroparental. Mais non, je te jure. Je te jure, ça existe. Ils étaient même blancs. Oh, tu déconnes. Oh, c'est bon, on n'a jamais vu cette histoire. Non, c'est primordial. C'est primordial. Moi, ma chef de service à l'hôpital se fait appeler professeur avec un E. Je trouve ça c'est super, quoi. Ça fait déjà on le voit à l'écrit, on le voit, ça s'imprègne dans nos cerveaux, quoi. Je me souviens d'une autrice que j'avais sollicitée pour faire partie du jury d'un concours d'éloquence que j'organisais. Et puis moi à l'époque, moi j'ai toujours été très en faveur du mot autrice parce qu'on entend le féminin. Et je voulais respecter la volonté de chacune. J'avais invité quasiment que des femmes. Et donc je leur demandais comment on voulait être présenté. Et pour les personnes qui exerçaient ce métier-là, je leur demandais auteureux, autrice. Puis alors qu'elle avait écrit un livre féministe, elle m'avait dit je comprends que des femmes veulent utiliser autrice, mais moi, pour des raisons personnelles, j'ai une histoire compliquée avec ce mot-là, je préfère auteureux. Ça m'avait un peu étonnée. Et en fait, 1 an plus tard, je l'ai entendue parler d'elle-même et elle disait autrice.
Ouais. Et voilà, c'est un cheminement aussi, c'est-à-dire que c'est des mots qui nous ont été tellement interdits, on nous laisse entendre que c'est des mots qui sont pas beaux, qui sonnent bizarres, que moi j'adore cette excuse du pas beau. Ouais. À chaque fois je leur dis parce que cornichon c'est beau. Ouais. Ça existe. On nous a pas demandé si c'était beau ou pas. Un cornichon, bah, j'aime pas le mot, alors je vais l'appeler autrement. C'est comme ça. Parce que animatrice, ça choque pas. Présentatrice, ça choque pas. Mais là, d'un seul coup, autrice, ça choque. Je comprends pas. C'est juste qu'on a tu vois, par exemple, écrivain, écrivaine, on va te dire, oh, mais écrivaine, on t'en veine. Bah, excuse-moi, écrivain, on n'entend pas 20, peut-être. C'est quoi le problème? C'est inventer un problème. Ouais, c'est vraiment c'est des mauvaises excuses, quoi. Et en plus, on le sait très bien, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut trouver laides. On le voit avec le matraquage musical. Il y a une chanson, tu l'entends une première fois, tu te dis bof. Ouais. Si la station de radio a envie de mettre cette chanson en avant et qu'il te la passe toutes les heures, au bout d'un moment, en fait, très souvent, tu vas finir par l'apprécier. En fait, c'est juste parce que ça t'a créé une habitude. Ouais, c'est lamentant. On est une langue vivante, et donc plus on va utiliser justement, on va féminiser les mots, on va dire droit humain, et genre même mon fils de 9 ans, quand il a une leçon sur la préhistoire, il dit les humains de Cro-Magnon, il lui-même tout de suite, en lisant, il échange. Donc si en une génération, ça peut aller très vite aussi. Hein. Ouais, c'est que c'est possible. Ouais. Tout à fait, oui. Bon, bah, va falloir continuer à réfléchir au titre de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup, Charlotte. Mais je t'en prie, avec plaisir.